quand on entend qu'il y a au sein du club beaucoup de remous, beaucoup de tensions, de querelles d'ego, est-ce que toi, tu peux confirmer ça? Est-ce que tu as eu vent et écho de conflits en interne? Quand Juninho était là, avec Vincent Ponceau, ils ne s'entendaient pas du tout. Donc, il y avait les pro-Ponceau d'un côté, les pro-Juninho. Ça s'est mal terminé pour Juni, malheureusement pour lui, parce que je pense qu'il avait vraiment des idées et il avait, en tout cas, il avait envie d'aider le club, quoi qu'il arrive, et il avait son logiciel de gagnant finalement. Donc, toutes les choses que lui pouvait voir, lui qui a fait partie de la génération qui a gagné et qui a toujours cette âme de gagnant, ça a dû forcément lui déplaire. Le plus important, je pense, c'est quand même qu'il y ait une structuration qui se mette en place. Parce que tant qu'il n'y a pas de capitaine dans le bateau, tous les matelots ils font un petit peu ce qu'ils ont envie. Le jour où il y a un vrai capitaine qui est là tout le temps, parce que du coup, le fait que Textor ne peut pas diriger depuis Miami, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là au quotidien. Bien sûr. Un club comme ça se gère au quotidien. Il faut qu'il y ait une structuration claire, un président, que ce soit un président exécutif, un directeur sportif et un coach, et ça c'est une colonne vertébrale qui s'entendent et qui travaillent ensemble. Pareil pour les joueurs, ils ont personne sur qui s'appuyer, ça peut être un peu le bazar. Le coach Fabio Grosso, le pauvre, il était un peu livré à lui-même, pas de directeur sportif, aucune autorité. Quand il faut frapper du poing sur la table, quand c'est le président ou le directeur sportif qui vient, c'est toujours plus impactant que quand c'est le coach et que ça passe. Parce que le coach, du jour au lendemain, si les joueurs se réunissent et font front contre lui, il ne pourra pas faire grand-chose. Ça, c'est malheureusement. Clair. Est-ce que pour toi, Pierre Sage, c'est l'homme idoine à l'instant T pour l'OL? Moi, tout ce qu'on m'a dit de lui, j'ai entendu que du bien de lui jusqu'à présent. Et puis sa manière d'aborder les choses, il est plutôt détaché vis-à-vis de ce poste-là. C'est pas quelque chose auquel il court pas après ça. Son poste, c'est être directeur du centre. A priori, la vision qu'il a du foot et sa manière de l'aborder avec les joueurs passe bien auprès d'eux. Donc pour l'instant, on n'est pas à l'abri d'une Francaise, d'une Will Steele, qui étaient tous des adjoints au centre de formation et qui à un moment ont été lancés. On parle de plein de gens, de Sampaoli par exemple. Sampaoli, je pense que les joueurs ils vont être contents. Alors. Exactement. On y vient, Sampaoli. Alors, si on suit, tu as dû le voir, je pense, sur les différents réseaux, il y a les rumeurs, enfin même tout ça, c'est carrément des informations qui viennent de journalistes très très sérieux en Argentine. Je pense à Gaston Edul, Flavio Azzaro, il y a le journal qui est le numéro 1 en Argentine, qui est Olé, qui a titré en gros Sampaoli repart en France. Donc on a un son de cloche argentin qui dit qu'il va venir chez nous, et en France tu as les médias comme L'Équipe ou RMC qui eux temporisent en disant non, Pierre Sage sera maintenu au moins jusqu'à la fin de la phase aller des matchs. Qu'est-ce que tu aurais fait toi? Sampaoli, Pierre Sage ou Bruno Genesio, ou un autre nom, si tu en as un sous la main, dis-moi, tu aurais fait quoi en tant que directeur sportif de l'OL? Alors moi, dans ces trois-là, j'aurais plutôt tendance à conserver Pierre Sage, lui donner, parce que les signaux sont plutôt positifs, tant en termes de résultats qu'en termes de production. Hormis contre Marseille, où on a été très mauvais, les joueurs se sont ratés complètement. Mais contre Lens, on perd à Lens, où il y a plutôt un bon contenu par rapport à ce qu'on avait produit avant. On gagne contre Toulouse avec un peu plus de choses aussi. Donc finalement, ça fait 2 matchs sur 3 où c'est plutôt positif, donc j'aurais tendance à conserver. Hormis le fait aussi que les coachs qu'on évoque coûtent plutôt cher. Ils coûtent cher. Juste pour parler de Sampaoli, c'est pas quelqu'un qui s'éternise dans les clubs. Hein. Non, c'est vrai. Marseille, il fait 1 an. Depuis quelques temps, il a fait Séville 1 an, 6 mois, il s'en va, il revient. Il est très très exigeant avec les joueurs. Et puis, j'en ai un peu marre qu'on recycle tous les anciens de Marseille, quoi. On prend le directeur sportif de Marseille, on va prendre l'ancien joueur, on va prendre l'ancien coach, on va pas refaire l'Olympique de Marseille à Lyon. Donc j'aurais tendance à... José Anigo est proche de l'OL, Johan, je te le dis. Voilà, José Anigo, c'est ça. Et Pancho Bardonado aussi. Il est pas loin non plus.
Non, mais voilà, hormis cette partie-là, c'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui construise quelque chose. Il a plutôt, voilà, il essore les joueurs qu'il a sous la main. Parfois, Oui. il fait des très bonnes choses. C'est sûr qu'il se passe des choses dans ses équipes, mais il n'y a pas toujours des résultats. Et pour toi, l'hypothèse Bruno Genesio, c'est pas un bon plan non plus? J'aime pas trop. Enfin, on a déjà des anciens qui sont revenus, des Lacazette, Tolisso, etc. Ouais. Avec c'est quand même un peu mitigé. Du coup, j'aime pas trop le faire du neuf avec du vieux. Ça montre un peu un manque d'idées, je trouve. Dans tout ce marasme lyonnais, est-ce qu'il y a des points qui t'ont le plus choqué? Tu t'es dit: «Ah là, par contre, c'est pas possible». Vraiment, tu vois, 2-3 points où tu t'es dit: «Là, il y a un gros manquement dans l'effectif, dans le club». Pour moi, Alvero n'a pas le niveau de l'OL. Ouais. Il vient de Ligue 2, alors j'ai rien contre la Ligue 2, hein, parce que j'y ai Ouais, beaucoup ouais, bien joué, sûr. donc il y a des bons joueurs, mais voilà, de là en faire un titulaire, c'est un peu compliqué. C'était un petit peu comme le Penang l'année dernière, même Mmh. dans une mesure encore plus forte. On a Kouokou qui est un peu dans ce profil-là, voilà, qui est arrivé un peu dans le marasme, un peu pas beaucoup joué. On se demande voilà, un petit peu ce qu'il fait là finalement. Mmh. Pareil pour Maitland Niles, qui est arrivé pour jouer au milieu de terrain. Il l'a affirmé haut et fort. Il s'est retrouvé à jouer latéral droit, milieu droit à certains moments. Voilà, Mmh. je pense que lui, au bout de 2 ou 3 journées, il a eu envie de repartir. S'il avait pu repartir, il serait reparti tout de suite. Tu Donc penses là, que on c'est a. lui le joueur qui, tu sais, dans la presse, je crois que l'équipe annonçait ça il y a quasiment en début de saison, un joueur était mal à l'aise à l'OL apparemment et voulait déjà partir. Tu penses que c'est lui qui Enfin, aurait je aimé pense qu'on partir est, du on club? est nombreux à avoir pensé à lui. Alors peut-être que c'est pas lui, mais Ouais. c'est fort possible que ce soit lui, à mon avis. Pour lui, je pense que c'est régressé, mais pour être titulaire et pour jouer à son poste. Arsenal, Mmh. il était un petit peu ballotté, un petit peu comme il l'a été à l'OL, donc je pense il a dû être très déçu de ce début de saison, de ne pas jouer à son poste parce qu'il venait pour jouer sentinelle, hein, alors qu'il a pas débuté un seul match en tant que sentinelle. Donc on a accumulé un peu les joueurs dans l'effectif à ce niveau-là. On se Mmh. retrouve avec, je sais pas, il doit y avoir 6 ou 7 milieux de terrain, mais qui ont des profils qui sont pas très complémentaires, et puis des joueurs qui, à mon sens, ont pas le niveau de ce qu'on peut attendre d'un joueur de l'Olympique Lyonnais. On a l'impression que l'ensemble des recrues qu'on a pu faire, il y a eu une sorte de baisse de niveau, une sorte de déclassement par rapport à ce qu'on faisait habituellement, ce à quoi on peut s'attendre en termes de niveau. Alors, tu vois, ce qui est intéressant, Johan, c'est que t'as quasiment fait un lapsus révélateur parce que je t'ai dit, est-ce que tu pourrais me cibler 2-3 éléments qui t'ont marqué dans ce marasme lyonnais? Et toi, directement, tu m'as dit le milieu de terrain. C'est vraiment, tu vois, le dossier que tout le monde a souligné. Moi, le Ouais. premier, hein, je te l'avoue, hein, je suis en phase avec toi là-dessus. Je te parle de Tolisso et Cacré, les deux qui, logiquement, devraient être un petit peu les cadres du milieu de terrain. Est-ce que pour toi, ils sont au niveau de ce que demande un club ambitieux comme l'OL? Sur le papier, ils ont le niveau de ce qu'on peut exiger d'un joueur de l'OL. Maintenant, le papier, ça ne sert à pas grand-chose, hein. On a beau être champion du monde en 2018, aujourd'hui on est en 2023. Ouais. Donc si on n'a pas malheureusement, Tolisso, c'est plus le Tolisso qu'on a pu connaître, le milieu box-to-box qui était capable de marquer 5-6 buts par saison. Il faut effacer ce logiciel-là de nos esprits. Et Mmh. il est plus, il a un autre rôle, il a plus le volume physique qu'il pouvait avoir avant. D'accord. Malheureusement, hein, parce qu'il a eu de grosses blessures, donc forcément, il retrouvera pas les jambes qu'il avait avant. Et pareil pour Maxence Cacré, on attend un peu plus. On attend sa prolongation a fait de lui quelque part un leader du nouvel Olympique Lyonnais. Bah Et oui. pour l'instant, il passe pas le costume est un peu trop grand pour l'instant, voilà, tout simplement. Alors, comment t'expliques ça? Parce qu'on parle d'un joueur qui, je crois, c'est un 2000, hein, donc il aura 24 ans, donc c'est pas non plus un tout jeune joueur. Il a fait des matchs de Coupe d'Europe, et pas n'importe lesquels, le Final 8. Donc c'est pas non plus n'importe qui, a priori. Il a un beau petit CV quand même, Cacré à son jeune âge. Comment t'expliques qu'on ne voit pas un Cacré en progression, mais un joueur qui stagne? Pour toi, est-ce qu'il a atteint son niveau plafond? Est-ce qu'il y a un plafond de verre qu'il n'arrive pas à casser et pourra pas aller au-dessus? Il est pas assez décisif. C'est-à-dire qu'il apporte pas, malheureusement, il y a des statistiques qui parlent. Il fait peu de passes décisives, il marque très peu de buts. Il n'a pas ce côté décisif-là qu'on doit attendre d'un milieu, d'un numéro 8.
Donc je pense qu'il a atteint son niveau et je me disais, voilà, est-ce que ce joueur-là, il serait titulaire à Paris? Non. Est-ce qu'il serait titulaire? Est-ce qu'il serait titulaire à Monaco? Non plus. À Rennes? Non plus. Et j'ai grainé un peu en discutant, j'ai grainé un peu les clubs et au final, on se retrouve à 6 ou 7, voire 8 équipes dans lesquelles il ne serait pas titulaire. Donc c'est un bon joueur, mais pas un top joueur de notre championnat. Mais ta remarque que tu viens de faire, elle est vraiment intéressante parce que là, on parle de Cacré, mais je pense sincèrement, Johan, que si tu vois, on élargit à tous nos postes, alors peut-être un ou deux mis à part, je suis quasiment sûr qu'on n'a aucun joueur top 5 de Ligue 1. Du latéral droit jusqu'au gardien en passant par le... Alors, Lacazette, pour moi, c'est à part. Je pense qu'il est vraiment un top attaquant de Ligue 1. Mais pour tout le reste, je pense qu'on n'a pas de joueur niveau top 5 Ligue 1. Donc on a en fait un effectif, à mon sens, de milieu de tableau, si on en tire le meilleur, mais pas mieux. Et voilà, comme c'est mal parti et que c'est compliqué à gérer quand on est le bas du tableau, dans le bas du tableau dès le départ, jouer avec la pression du maintien, c'est pas jouer avec la tranquillité dans les 4 ou 5 premiers. Donc, Tu m'as évoqué les cas de tous ces jeunes joueurs qui sont venus de Ligue 2, de championnat mineur, le cas des cadres comme Tolisso, comme Cacré. Dans le 11 de départ, est-ce que tu vois d'autres secteurs où vraiment ça te paraît faible? La défense centrale peut-être un défenseur central en plus si on n'utilise pas Caleta Tsar, parce que du coup il a quasiment pas joué hormis le week-end dernier. Oui. Peut-être qu'on peut le relancer. Moi, j'étais toujours déjà très étonné que les entraîneurs successifs, Fabio Grosso en tête, alignent Diomandé, parce que je voyais pas, je comprenais pas vraiment pourquoi, ni en termes de relance. Je trouvais même en termes de duel, en termes de placement, enfin, qu'il avait beaucoup de manques. Et du coup, Pierre Sage, depuis qu'il est arrivé, l'a mis un peu de côté. Donc, ça m'a donné un peu raison. Donc, le retour de Lovren un peu plus en forme, c'est mieux. Mais si Lovren n'est pas vraiment en forme, un défenseur central. Et après, il manque de liant en milieu de terrain. Donc, si Ryan Cherki n'est pas le vrai Ryan Cherki ou le monstre qui monte actuellement, on a besoin de personnes qui soient capables dans les 30 derniers mètres, de faire des passes, d'apporter de la créativité. Ouais. Ça ou sur un côté. L'épineux cas Cherki dont tout le monde parle quasiment tous les week-ends, même trop à la limite. Ça devient presque une rengaine. Ce joueur, il aura 21 ans et on a le sentiment que là encore, un peu comme Cacré, l'axe de progression, il est ultra linéaire. On pourrait se dire qu'il est talentueux, ce qui est vrai, mais au final, en termes de progression, d'efficacité, depuis 6 mois, c'est le néant, quoi. Il n'y a pas de progrès concret, malheureusement. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est un problème, je sais pas moi, de compréhension du jeu, d'attitude, de mentalité? Quel est le problème? C'est peut-être les trois. C'est peut-être ces trois-là. Ouais, parce que moi déjà l'attitude elle est pas bonne. Enfin, on l'a vu depuis le début de saison. Il a tendance à lever les bras quand il reçoit pas la balle. Il supporte pas que les autres portent un peu la balle, ce que lui a l'habitude de faire. On a toujours le sentiment qu'il est pas à fond, qu'il est errant. Enfin, on lui donne l'opportunité d'être à son meilleur poste en soutien de l'attaquant. On peut pas le mettre dans les meilleures conditions. On peut pas jouer à sa place non plus. Et pourtant, on a toujours l'impression qu'il en a sous la semelle, qu'il se donne pas à fond. Donc c'est ça qui agace, je pense. C'est ce qui agace le plus. On pardonne beaucoup de choses aux joueurs quand ils se donnent à fond et quand ils donnent tout pour l'équipe. On peut leur pardonner des gestes ratés, il n'y a pas de souci, tout le monde en a raté. Mais lui, il a cette attitude un peu désinvolte là, qui peut être vraiment agaçante. Et je trouve que la plupart des supporters maintenant sont agacés. Tous ceux qui m'ont parlé de Cherki me disent mais enfin on n'en peut plus. Il est quasiment en fait d'une autre époque, un autre temps. Je pense malheureusement, il n'est pas né au bon moment. C'est un joueur qui aurait pu être très très bon, tu vois, à ton époque. Le foot était un peu plus lent, moins physique, plus technique, je pense. Mais aujourd'hui, on te demande intensité, course, répétition des efforts. Et moi, je pense qu'il n'en est pas capable. Je pense qu'il a un tout petit moteur physique. Il n'a pas une grosse caisse. Et malheureusement, ça pêche, quoi. Et le mettre en 10 dans le confort, comme tu le dis, pour moi, c'est presque faire trop de sacrifices pour un joueur qui ne te le rend pas. Quand on regarde les matchs de Ligue des Champions, l'intensité mise au milieu de terrain, les courses que font des Warren Zaïre Emery, ce type de joueurs-là,
qui sont capables d'enchaîner les courses à haute intensité quasiment comme des robots presque. Lui, il n'a pas cette capacité-là. Alors, on ne sait pas si c'est de la volonté ou si c'est qu'il n'a pas le moteur, peut-être. Hein. Ça, c'est les préparateurs physiques qui sont au courant de ça. Mais c'est vrai que ça donne cette impression-là qu'il peut être dépassé par un rythme très élevé, qu'il n'est pas capable d'enchaîner ce genre de prestations-là. Donc, il a eu sa chance, et il a eu sa chance souvent. C'est vrai que techniquement, il est très à l'aise, il est capable de faire plein de choses. Mais je trouve qu'il a aussi beaucoup de choses parasites dans son jeu, beaucoup de choses qui sont inutiles et qu'on retrouve dans le foot en salle ou dans les fives entre copains, mais qui sont inutiles, moi, me font pas rêver parce que je sais que ça sert à rien. Ça fait beaucoup de manque hein, quand même. Je trouve changer 4 ou 5 joueurs finalement. À mon avis, la carte bancaire de Textor va chauffer au mercato parce que là, milieu de terrain, défense, attaque, ça commence à faire du lourd. Hein. C'est beaucoup. On va vite dépenser les 65 ou 50 millions d'euros. Tu as dû le voir dans la presse puisque l'OL a passé la DNCG brillamment après son 25e essai et 2-3 blocages de la part de la DNCG. Et on nous promet une enveloppe de entre 50 et un peu plus millions d'euros. Pour toi, est-ce qu'avec 50 millions d'euros, on peut totalement changer le visage de l'OL à l'instant T ? Il nous faut 4 titulaires, sinon c'est pas vraiment la peine. Hein. Si on prend des joueurs qui vont être remplaçants, qui seront en complément d'effectifs, on a déjà beaucoup de joueurs qui sont capables de ça. Donc on a dit, il nous manquerait peut-être un milieu de terrain capable peut-être de faire un peu ce que fait le petit Diawara, mais lui, il est encore vraiment jeune. Beaucoup disent qu'il faudrait faire venir 5, 6, voire 7 joueurs pour totalement chambouler l'effectif. Moi, je suis pas trop partisan de ça. Je suis plus dans ta logique à toi. Tu vois. Moi, je pense que 3-4 recrues, ça peut faire le taf et suffire à améliorer l'équipe. Pour moi, c'est carrément jouable. Au milieu de terrain, tu irais sur quel type de profil, Johan ? Plutôt un numéro 6 rugueux, dur sur l'homme, besogneux, un 6 qui fait jouer l'équipe, un 8 box-to-box, un 8 à la Aouar. Quel profil t'irais prendre, toi ? Ouais, j'irais plutôt sur un 8 à la Aouar, un petit peu, qui soit capable de faire... Enfin, à la Aouar, qui ait du volume, qui soit capable de faire des courses vers l'avant, de finir dans la surface aussi. C'est pas facile à trouver, hein. C'est les plus difficiles à trouver, les 8, les bons de bonne qualité. Oui. Parce que ça coûte cher en plus. Et ça coûte cher, ouais. Parce que peut-être que, pour moi, Tolisso a plus cette capacité-là. On l'avait pris peut-être un peu pour ça, en pensant que c'était le Tolisso de 2018. J'ai reçu en entretien, il y a une semaine, quelqu'un que tu connais, Romain Sartre. J'ai vu ça. Ouais, tu l'as vu ? J'ai vu ça. C'est marrant parce qu'on s'est croisés la semaine dernière, tu vois. Ah, tu vois, comme quoi, le hasard fait bien les choses. Ouais. Et Romain me disait que pour lui, c'est le fait qu'un club soit instable, notamment en termes de mouvement de joueurs, qui peut plomber un club. Donc, ma question est simple. Est-ce que pour toi, au final, un mercato réussi en janvier, ce serait pas plutôt la stabilité d'un effectif, avec quelques petits ajustements, mais au final, une stabilité, une vraie stabilité ? Moi, comme je te le disais tout à l'heure, il faut absolument de la stabilité au sein de l'équipe dirigeante, déjà, pour avoir un cap clair, net et précis, et pas un cap qui change tous les jours. Donc là, ils sont en train de le faire, c'est la bonne nouvelle. Ça va permettre au coach, au futur coach ou à Pierre Sage, s'il reste en place, de travailler à peu près sereinement, puisqu'il aura un directeur sportif et un président qui sera présent tout le temps. Ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'il y a nécessité d'apporter un peu de sang frais à cet effectif-là, parce que ça peut apporter une nouvelle impulsion. Mais après, à partir du mercato, si on peut se sauver, à partir du mercato du mois de juin, il faut se dire qu'on enclenche un cycle de 3 ans peut-être. Et pendant ces 3 ans, il faut construire un effectif qui va rester à 80% tous les ans qui va jouer ensemble à 80% tous les ans. Forcément, il y a toujours quelques petits retouches parce qu'il y a des joueurs qui sont pas contents, il y a peut-être des opportunités, des joueurs des offres qu'on peut pas refuser. Mais si on conserve 80% de l'effectif et qu'on apporte ou 70% de l'effectif et qu'on apporte les bonnes retouches, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Pour ça, il faut travailler en amont et anticiper ce qui peut se passer sur les prochains mercatos.
Eh ben écoute, Johan, prions pour que tes paroles soient entendues de John Textor. Stabilité et anticipation, a dit Johan. Donc John, il faut entendre le message et l'appliquer, il y a urgence.